Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce mercredi 10 juin. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Blaid Mohamed Oussaïd, a animé hier une conférence de presse à la présidence de la République. Plusieurs dossiers ont été abordés dans la révision de la Constitution et le développement des zones d'ombre. Nous y reviendrons dans ce journal. Dernier bilan de coronavirus en Algérie, on décompte 117 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 152 guérisons et 9 décès. Nous écouterons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Après 3 mois de confinement, les activités commerciales reprennent avec beaucoup d'engagement et de sens de responsabilité. Exemple à Al-Hamiz à Alger, où les citoyens prudents mais ravis de reprendre leur shopping. Également dans ce journal, l'apport des barrages est indéniable pour le développement de l'agriculture. C'est même une évidence, surtout dans un pays comme le nôtre qui connaît des crises hydriques. Et la réalisation des barrages a apporté l'appoint qu'il fallait au secteur. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Blaid Mohamed Oussaïd, a fait état hier lors de la conférence de presse qu'il a animée au siège de la présidence de la République d'une possible prolongation pour une durée raisonnable de la campagne de débat et d'explication autour de l'avant-projet de révision constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit le fruit d'un consensus national le plus large possible. Je vous propose de l'écouter. إن النقاش الدائر حول المشروع التمهيدي للدستور المعدل رغم إجراءات الوقاية من الوباء التي تحد من حرية التنقل والاجتماع يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليست على مقاس الأشخاص ولا على مقاس الأحزاب. وبما أن بلوغ هذه الغاية يمر حتما عبر توسيع قاعدة المناقشة إلى جميع الشرائح الاجتماعية عبر ممثليها وتجاوبا مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية يجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح بفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة أوسع توافق وطني ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات المنتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية. وأؤكد لكم أن كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها. في كل الأحوال الكلمة الأخيرة تعود للشعب. Répondant à une question quant au sérieux de la prise en charge par l'État des zones d'ombre, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Blaid Mohamed Oussaïd, a affirmé que c'est le président de la République en personne qui va veiller sur le suivi de ces régions. On l'écoute ensemble. فيه مجهودات مبذولة بطريقة شفافة وما فيش أكثر من الشفافية أنه رئيس الجمهورية هو اللي يكشف عليها. أنت كنت تعرف مناطق الظل قبل ما يكشف عليها رئيس الجمهورية بالفيلم الوثائقي اللي عرضوه في قصر الأمم ما كانش أكثر. كنا هنا ربما كناش نعرفه أو نسمعوا به. هو اللي أصر على إنتاج هذا الفيلم وراقبه وفاجأ الجميع وكلف من كلف بمتابعة هذا الملف ميدانيا بل وحتى بربط مصير المسؤول بمصير هذه المناطق في أجال معينة. قضية جد ما فيها لا ديماغوجية ولا في سياسة دغدغة العواطف. الناس اللي تعودوا على سياسة دغدغة العواطف هذه انتهى عهدهم.
ولا يعني هذا الجد فيه متابعة، فيه مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، مسؤول في الجمهورية مكلف فقط بالمتابعة الميدانية اليومية لكل ما ينجز في الميدان. درك إذا كان في أشياء يعني في أشياء فردية كذا هذا لا يحسب عليه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن في استراتيجية وإن شاء الله في أقرب وقت. وهذه مناطق الظل لعلمك يعني تعني تقريبا 8,500,000 جزائري وجزائرية. المناطق الظل لو ترجعوا لبعضها خلاص سويت مشاكلها. اللي ما كانش عنده مدرسه داروا له مدرسه، اللي ما كانش عنده طريق، اللي ما كانش عنده عمود كهربائي داروا عمود كهربائي. الناس يقولوا، المستفيدين يقولوا، كل اذا 100 مستفيد يعني يقول لك الحمد لله يا رب، يجي واحد يقول لك ما كانش، جيت تبني لي على واحد وتنسى لي 100. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dépêché hier une délégation ministérielle à Nouakchott, en Mauritanie. À sa tête, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. Il s'agit de la première mission officielle en dehors du pays depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. La délégation, conduite par Sabri Bourgadoum, a été reçue hier par le Premier ministre mauritanien, Ismaïl Ould Bda Ould Chir Sidna. Un don de matériel médical a été livré lors de la visite de la délégation ministérielle dépêchée par le président de la République à Nouakchott. Il sera suivi de plusieurs autres lots. Cette visite traduit la volonté des chefs d'État des deux pays de renforcer les liens de coopération au bénéfice des peuples frères algériens et mauritaniens et de la région. Kélim Haïfa. Une cargaison de plusieurs tonnes de matériel médical, un don de l'Algérie au pays frère, la Mauritanie, est arrivé ce mardi à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, accompagné d'une importante délégation algérienne présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, et composée du ministre de la Santé, Abdelrahman Boulbouzid, du ministre du Commerce, Kamel Rzig, du ministre des Finances, Abdelrahman Harawia, ainsi que le directeur général de l'ALDEC, l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. هذه الجائحة أثبتت أن العلاقة أكثر من علاقة، مش فقط علاقة عادية كما يمكن أن تجري مع العديد من الدول، ولكن بيننا وبين موريتانيا لها نقطة خاصة، العديد من القواسم المشتركة. قاسم مشترك على التاريخ، الحاضر والمستقبل. والمستقبل هو ماذا نفعله اليوم. يعني ليس الجزائر وحدها في اتجاه موريتانيا، يعني نعمل سويا، نمشي اليد في اليد لنواجه هذا الوباء، لننسق العمل، وإن شاء الله سينتشر مع جميع الدول في المسبق التي تريد أن تشاركنا في هذا ما يدل عن نوعية وخصوصية العلاقة الجزائرية الموريتانية. هذا الكورونا فيروس، هذه الأزمة الصحية عرفت في الأسابيع الماضية تأزم وتطور خطير، وكان هذا اهتمام حقيقة. أظن أنه أي موريتاني وليس فقط كوزير يحس أن هذا اهتمام حقيقة لا يحصل إلا من الأشقاء والإخوة. وعبر فخامة الرئيس أنه سيعطي توجيهات لبعثة من أجل أن تأتي إلى موريتانيا، ولم نتوقع حقيقة أن تكون البعثة على هذا المستوى العالي. وهذا دليل بوغادوم، وهذا دليل على أن مستوى العلاقات حقيقة عرف في هذه السنوات الأخيرة، وهذا شيء يمشي في عمق التاريخ. هي قصة طويلة الحمد لله ما بين الجزائر وموريتانيا. Lors de la réunion des deux délégations, les deux parties ont convenu de relancer la coopération algéro-mauritanienne dans tous les domaines, notamment l'échange d'informations sur la lutte contre le Covid-19. كان لنا نظرة مستقبلية جديدة أو متجددة في اتجاه المستقبل بتوطيد العلاقات في جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، التجارية، التقنية، الثقافية، والتنسيق على المستوى الدولي على العديد من الأشياء في إفريقيا في اتجاه السلم والاستقرار في العالم. Cette visite traduit la volonté des chefs d'État des deux pays de renforcer les liens de coopération au bénéfice des peuples frères algériens et mauritaniens et de toute la région. Dernier bilan de coronavirus en Algérie. On décompte 117 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 152 guérisons et 9 décès. Ce sont les derniers chiffres annoncés hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, le mardi 9 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation
de la Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons enregistré 117 nouveaux cas, 152 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la confirmation de 119 nouveaux cas, le total cumulé des cas en Algérie est de 10 382, soit une incidence de 23,6 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que durant les 24 dernières heures, 13 wilayas n'ont pas notifié de cas. Concernant le décès, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé de décès à 724, sachant que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre est de 6 951, dont 152 qui sont guéris et qui ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour les patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole en vigueur, ils sont de 20 578, dont 8 967 cas confirmés au laboratoire et 11 611 cas confirmés à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 39 patients en soins intensifs. Et pour terminer, la situation épidémiologique actuelle nous impose à tous les citoyens, de rester vigilants, de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique, également de respecter les règles du confinement et surtout de porter obligatoirement un masque de protection. Et si l'on a remarqué une légère hausse des cas confirmés, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Ahmed, l'explique par l'augmentation du nombre de tests de dépistage effectués. Lotfi Ben Ahmed a indiqué par ailleurs qu'il fallait casser les clusters en cette période de fin de la pandémie. On l'écoute, il est au micro de Fila Bennour. D'abord que les chiffres qui sont présentés sont des chiffres qui restent rassurants, dans le sens où il faut d'abord rationaliser le nombre de malades graves en réanimation ou de décès, qui reste très bas par rapport à d'autres pays. Le nombre de contaminations, pourquoi il augmente? D'abord parce que nous testons plus, beaucoup plus. Nous étions à 2 ou 3 centres, nous sommes aujourd'hui à 26 centres de tests. Et aujourd'hui, justement, avec le déconfinement progressif dans lequel le monde entier rentre, enfin les pays qui ont vécu, qui sont à la fin, vous savez, l'épidémie c'est un cycle, nous sommes à la fin de ce cycle-là. Pour pouvoir casser le socle sur lequel repose l'épidémie, pour ne pas continuer à vivre avec le virus, un virus qui reste quand même assez virulent, il faut déployer de plus en plus d'enquêtes épidémiologiques. Il faut aller casser les clusters. Et sur le sens même des dispositions actuellement du comité scientifique et même des orientations du président de la République, hier encore, en mettant en place un système qui permettra d'aller vers les foyers, tous les nouveaux foyers, pour casser la chaîne de contamination. Ça, c'est le travail du comité scientifique, ça sera le travail du gouvernement et des brigades mixtes qui seront mises en place avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, etc., pour pouvoir mettre en place justement les voies et les moyens de mieux gérer et de casser tous ces foyers. Vous savez, nous sommes sortis de la période qui était très inquiétante, qui pouvait faire croire que nous pouvions vivre une catastrophe sanitaire. Mais il reste à détruire ces derniers foyers-là, à casser la chaîne de contamination. Ça passe par ces enquêtes épidémiologiques, ça passe par le testing, tester, traquer et casser les chaînes de contamination pour qu'il y ait de moins en moins de cas, mais ça passe aussi par les moyens de prévention et les gestes barrières. Et là, c'est la responsabilité de tous. Ce n'est pas la responsabilité que de l'État, c'est la responsabilité de tous. La santé de tous, de vos familles est entre vos mains. Et au cœur de la riposte contre le virus, le numérique prend une place importante. Dans ce sens, le gouvernement a favorisé entre autres la création à travers des start-up d'une multitude d'applications. Notre collègue Saïd Fleck a rencontré le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance pour en savoir plus sur ces initiatives innovatrices. Reportage. Le développement des applications numériques a pris tout son sens dans la crise sanitaire que traverse le monde en raison de la pandémie du coronavirus. Et n'est plus une option, mais une nécessité. Le gouvernement, de son côté, s'est inscrit dans cette transformation en s'appuyant sur le digital pour maîtriser efficacement la propagation du virus.
Le digital a été toujours un rêve de l'administration de l'introduire et donc d'avoir des outils de prédiction, d'aide à la décision. Et avec le coronavirus, on a trouvé qu'il était important de faire une cartographie de l'évolution de ce virus. On a l'information en temps réel. S'il n'y avait pas le digital, on n'aurait pas pu agir avec une telle efficacité. À l'instar de plusieurs pays, l'Algérie se prépare à lancer une application sur smartphone de contact tracing basée sur le traçage numérique destinée à limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. À travers cela, on peut faire d'une pierre deux coups. Premièrement, donc améliorer la gestion et deuxièmement, donc gérer le déconfinement et donc gérer complètement le principe donc, de surveillance donc, des personnes qui sont infectées avec toutes les personnes qui ont été en contact. Les startups ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité durant cette période de confinement pour créer des applications à même de faciliter la vie des Algériens. Ce qui était impressionnant, c'est de voir l'organisation tellement rapide de la société et de ces gens-là, qu'ils ont toujours été là, ils ont inventé, ils innovaient toujours. Et pour développer quelque chose d'hyper rapide et d'aller carrément vers une intelligence économique. Ça nous a donné envie d'expérimenter, d'aller plus vers l'avant, de créer cette intelligence et d'organiser cette intelligence économique autour du digital, parce que ça représente un marché qui était quasiment vierge en Algérie. Le digital, à travers cette crise sanitaire, nous montre plus que jamais qu'il est à la fois un support, un outil de distribution et de communication relationnelle essentiel à notre vie de tous les jours. Et après 3 mois de confinement, les activités commerciales reprennent avec beaucoup d'engagement et de responsabilité. Exemple à Al-Hamiz à Alger, où les citoyens prudents sont ravis de reprendre leur shopping. À noter que les clients doivent se doter d'un masque de protection et les commerçants sont tenus responsables du non-respect de cette obligation. Yannis Saïd Belkacem. Une allée qui reprend vie, des produits exposés, les commerces reprennent leur activité mais différemment, puisque les vendeurs sont tenus de respecter de strictes mesures de prévention pour leur sécurité et celle des clients. J'espère que les clients respecteront les consignes et gestes de sécurité. Il faudrait qu'ils restent conscients puisque le virus n'a pas disparu. On doit être vigilant. D'ailleurs, le nombre de cas a augmenté hier. Pour le moment, ça va, puisque nous appliquons les gestes barrières. Même constat du côté des clients, la joie est à son comble, surtout pour les ménagères. J'attendais avec impatience l'ouverture de ces magasins pour acheter ce qui me manque à la maison. Je suis très contente que les commerces d'Al-Hamiz rouvrent. Je viens acheter quelques bricoles. Je remarque que tout le monde respecte les gestes de prévention. Semble normal, certes, il y a plein de monde et bien sûr, nous respectons les gestes barrières. En tout cas, nous sommes très contents de cette décision. L'ouverture progressive des commerces semble satisfaisante pour les commerçants et clients malgré les strictes mesures appliquées, en attendant la deuxième phase de déconfinement prévue pour le 14 juin prochain. Direction la wilaya de Tipaza où le port du masque de protection est également adhéré par une grande majorité de la population et qui devient presque un réflexe pour les habitants de Tipaza. Yamina Saïdji. Le respect des mesures de prévention, la distanciation physique ou plus important encore, le port du masque de protection. Des gestes obligatoires pour la lutte contre la Covid-19. Mais qu'en pensent les citoyens? Il faut appliquer cette mesure de prévention. Le port du masque est une protection pour nous et pour tous les autres. Il faut qu'il y ait plus de rigueur. Si vous ne mettez pas de masque, restez chez vous. Le port du masque est primordial pour notre santé et celle des citoyens. Les endroits publics et tout, obligatoire. Je demande à tous les citoyens de mettre le masque, c'est la seule chose qu'on puisse faire contre le virus. Un constat unanime, pas question de baisser la garde avant la fin de cette crise.
Il faut s'adapter à cette situation. Si c'est ce qu'il faut, alors on se doit d'appliquer. C'est une bonne chose. C'est aussi notre seule chance de nous en sortir. La situation est grave, les gens doivent en être conscients. Une prise de conscience collective pour les habitants de Tipaza. Des cas positifs au virus ont été enregistrés parmi le personnel médical et administratif du service oncologie pédiatrique au centre anti-cancer d'Oran. Immédiatement, la direction du centre a mis en place un dispositif strict pour stopper la prolifération du virus. Saïd Flek. Panique au sein du service oncologie pédiatrique du centre anti-cancer d'Oran après la confirmation de quelques cas positifs parmi son personnel médical et administratif. Le directeur de l'établissement a tenu à rassurer tout le monde. Nous avons enregistré 7 cas positifs. Parmi notre personnel, 4 infirmières, un médecin résident, une personne de l'administration, en plus d'un chauffeur d'ambulance. Aucun cas positif n'a été enregistré parmi les enfants malades, puisque pour le moment, on a eu 47 résultats négatifs. En attendant les autres résultats, nous allons procéder à la désinfection de tout le service. Les personnes infectées ont été immédiatement prises en charge et transférées au niveau du CHU d'Oran. Les enfants malades, leurs accompagnateurs et l'ensemble du personnel ont tous subi les tests pour éviter toute nouvelle contamination. Le directeur de la DSP d'Oran a donné des instructions afin que tous les malades, leurs accompagnateurs ainsi que l'ensemble du personnel soignant soient testés. Les résultats commencent à sortir et je suis vraiment heureuse car on ne dénombre aucun malade infecté. Dieu merci, les résultats des analyses sont négatifs pour moi et mon fils. Le centre anti-cancer d'Oran, et dès la confirmation du premier cas infecté, avait immédiatement enclenché un dispositif strict pour empêcher la propagation du virus et veiller à la santé des enfants malades. Dans un autre secteur, l'apport des barrages est indéniable pour le développement de l'agriculture. C'est même une évidence, surtout dans un pays comme le nôtre qui connaît des crises hydriques. Et la réalisation des barrages a apporté l'appoint qu'il fallait au secteur. L'une de nos équipes est allée à Médéa, dans la plaine de Bni Slimane, pour voir de près la répercussion de la réalisation d'un barrage sur le développement de la céréaliculture et les cultures maraîchères. Reportage Abdelmajid Ben Qassi. De l'eau pour développer l'agriculture à travers la réalisation dans la région de Bni Slimane d'un barrage d'une capacité de 30 millions de mètres cubes. Une infrastructure hydraulique qui a permis l'irrigation de plus de 2000 hectares de périmètres agricoles dédiés à la céréaliculture et aux cultures maraîchères. Des périmètres irrigables extensibles à 4000 hectares. المشروع الاستراتيجي اللي استفادت منه الولاية تاع المدية للنهوض بالقطاع الفلاحي. Nous sommes aux abords du barrage de Bni Slimane, une réalisation stratégique qui permet de booster le secteur agricole. Surtout dans cette région montagneuse et à vocation agricole, le barrage est entré en service en mars 2019 et approvisionne en eau les périmètres agricoles de Bni Slimane et Souari. ملي جا الباراج دوكا ايزون طامي دوطر كولتور باغ اكزومبل كولتور سيرتو لي كولتور ماريشار برينسيبالمون سي لا بوم دو تير كاين الكاروت نافي اي اونيون اي بيمون بوافرون طوماط جوست من دخل في اونيت بولوطاسيون ديجا لا سوبرفيسي بدات تخدم تاع لي سوبرفيسي ريغي افون لونتري اون سيرفيس تاع الباراج كانوا يديروا باغ اكزومبل 90 هكتار تاع كولتور ماريشار دركا غير السنه برك في لا كومبان هذه داروا 500 هكتار تاع بوم دو تير يعني فريمون إلي تومبي ا بوين نومي. Le barrage est une véritable bouffée d'oxygène pour les nombreux agriculteurs, surtout lorsqu'on connaît le stress hydrique et le climat semi-aride de la région. Avant, c'était une terre aride. On ne cultivait que du blé. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'eau, nous avons bénéficié de terre et nous avons cultivé la pomme de terre et offert du travail aux jeunes. Le barrage a été bénéfique pour la région de Bni Slimane, c'est la main-d'œuvre. Par exemple, les gens ont trouvé du travail. Par exemple, la période de la récolte, ils ont recruté 1000-1500 ouvriers saisonniers. Certains agriculteurs rencontrés sur place, notamment El Hadj, un producteur de céréales de la Dara de Gelbel-Kbir, proposent la réalisation de retenues collinaires. Une autre solution pour parer au stress hydrique
dans cette région qui excelle dans la filière céréale. Nous aurions souhaité bénéficier des eaux du barrage de Bni Slimane, qui n'est pas très loin d'ici. Nous avons par ailleurs sollicité le ministre du secteur et le Wali pour la réalisation de retenues collinaires pour l'irrigation d'appoint. Et c'est pour ça qu'on demande aux autorités locales, aux autorités nationales et locales de nous aider ou bien de donner une partie du barrage de Bni Slimane pour la daïra de Gilb el-Kbir qui est limitrophe. C'est une daïra qui occupe une superficie agricole utile de 15 200 hectares, dont 8 601 hectares de céréales. Donc vous voyez que 50% ou plus de 50% de cette superficie est réservée aux céréales. La céréaliculture reste l'avenir de l'Algérie. Et de Médéa, on part à Tizi Ouzou. L'industrie des portes et fenêtres en PVC et aluminium a connu un véritable boom et c'est grâce à des opérateurs économiques tels que Khalifa Tablouk et Mouqran Abdrabi qui ont décidé de se lancer dans la fabrication locale des fenêtres en PVC et aluminium il y a 2 ans, après des années dont l'importation. Leur matériel est utilisé désormais dans la fabrication d'hôtels et d'hôpitaux. Yamina Saïdji. Après près de 8 ans dans l'importation des fenêtres PVC et aluminium, Khalifa et Mouqran ont décidé de les fabriquer localement. En 2018, ils lancent leur propre entreprise, le début d'une success story. Nous sommes dans la transformation d'acier, d'aluminium et de PVC. Nous avons essayé de diversifier nos produits. Actuellement, nous sommes à 106 employés et on espère développer notre entreprise. Après avoir brillamment réussi dans la fabrication des fenêtres, ces jeunes entrepreneurs se sont lancés dans la construction modulaire, mais cette fois-ci avec un partenaire espagnol. Le but de la société هذه باش نخدموا des hôtels, c'est-à-dire des bâtiments modulaires. نخدموا des hôtels 3-4 étoiles ونخدموا les hôpitaux. Donc les hôtels هذوما نخدموا هنا في l'usine. L'objectif de cette entreprise, c'est de fabriquer des bâtiments modulaires, notamment des hôtels et des hôpitaux. Donc la fabrication se fait ici au niveau de l'usine. Les éléments sont stockés avant d'être envoyés sur chantier, prêts pour l'assemblage. Ici au niveau de l'usine, nous avons 160 ouvriers en poste et quand nous passerons à l'assemblage des modules sur ce site, nous recruterons des ouvriers supplémentaires. Mais il va y avoir aussi des postes de travail indirects. Une main-d'œuvre 100% algérienne et une PME sur la route du succès. C'est ce que Khalifa et Mouqran ont réussi à accomplir avec de l'ambition et de la détermination. Assurer la sécurité sanitaire des voyageurs dans les transports en commun après la levée du confinement, c'est l'objectif de l'entreprise de transport urbain et sururbain d'Alger. Pour ce faire, une série de mesures préventives a été adoptée par l'ETUSA en prévision de la reprise de ses activités pour l'après 13 mai. Commentaire Salah Derbel. Les usagers de l'ETUSA attendent impatiemment la reprise des transports publics, suspendus depuis plusieurs mois à cause de la pandémie du coronavirus. La Société nationale des transports urbains et suburbains d'Alger a pris toutes les mesures préventives pour la reprise de l'activité afin de préserver la santé de ses voyageurs, mais surtout pour éviter toute contamination au nouveau coronavirus. Tout d'abord, nous avons isolé l'espace occupé par le conducteur avec des barrières qui l'éloignent du reste des passagers. Nous avons aussi réduit le nombre de passagers à 25 ou 30 au lieu de 50 jusqu'à 60 personnes en temps normal. Concernant les tickets de bus, nous allons proposer une nouvelle formule, des tickets d'une semaine ou d'un mois. Et enfin, le port du masque est obligatoire à l'intérieur du bus. Nous avons également pensé à mettre un affichage au sol afin de respecter la distanciation physique entre les voyageurs. L'ETUSA a pris d'autres mesures de précaution telles que l'augmentation du nombre des bus et la mise en place d'un système de stérilisation automatique sécurisé à l'intérieur des transports.
Nous demandons à notre aimable clientèle de respecter toutes les mesures prises par l'entreprise et aider nos employeurs. Il faut surtout ne pas négliger le nombre des passagers puisque nous sommes en train de faire face à un sérieux virus, donc nous devons prendre toutes nos précautions. Pour les voyageurs, le masque protecteur demeure l'accessoire obligatoire pour prendre le bus afin de protéger la santé publique. Les agents d'entretien sont en première ligne face au virus dans chaque recoin des hôpitaux. Les lieux publics, les entreprises, partout ont fait appel à eux. Et face à la pandémie, leur tâche a pris une autre ampleur. Eux aussi sont en ce moment soumis à rude épreuve avec les contraintes sanitaires. Yannis Saïd Belkacem. Des masques chirurgicaux jetés ici et là, on a l'impression d'en voir partout dans les rues. Pourtant, les consignes sont claires. Une fois utilisé, on jette la bavette avec précaution pour utiliser une autre. Les agents de nettoyage se retrouvent, eux, confrontés en permanence au danger de contamination dû à la négligence des citoyens. Nous avons souvent peur du virus. D'ailleurs, j'ai un message pour les citoyens. Jetez vos masques de protection dans des petits sacs. C'est plus hygiénique pour nous et ainsi, nous ne serons pas contaminés. Il est vrai que depuis le début de la pandémie, les conditions de travail sont difficiles, surtout avec le port du masque, on a du mal. Si de leur côté, ils ne sont pas concernés par le confinement, ils restent mobilisés en ces temps de crise sanitaire. L'effectif est toutefois réduit de 3 agents au lieu de 6 en temps normal, ce qui ne rend pas leur tâche plus facile au vu du manque de responsabilité et de considération dont font preuve certains Algériens. Notre méthode de travail a changé, nous travaillons plus. Nous sommes toujours confrontés aux maladies, mais cette fois, c'est pire avec la Covid-19. Bien sûr, nous redoublons de vigilance. Nous continuons notre mission avec le personnel présent. Rien n'a changé, sauf que nous faisons plus attention. Outre le danger pour l'environnement, ce manque de civisme fait également courir un gros risque de contamination aux agents Netcom et leurs familles. Des hommes qui méritent notre respect. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir.